Elle produit énormément d'articles, de recherche économique de qualité. Et malheureusement, bon, c'est un PDF que l'on retrouve sur un site, des fois sur un site spécialisé, sur une revue électronique. Elles sont écrites dans un langage et dans un jargon scientifique, économique, qui ne sont pas, qui sont bien évidemment le jargon utilisé dans les universités, dans les milieux entre guillemets autorisés, mais qui malheureusement restent véritablement dans leur espace, dans un PDF, sur un site tunisien, anglais, américain, et puis donc qui ne sont pas accessibles. Et pendant ce temps, les gens, les citoyens, ils prennent des décisions économiques, des décisions qui sont prises sans avoir accès à la meilleure information possible, parce que bon, si ces études étaient partagées avec les médias, ça donne beaucoup plus de relief, ça donne beaucoup plus d'ouverture et aussi beaucoup plus de visibilité. Par la suite, bon, est-ce que ces études, une fois qu'elles seront au grand public, elles seront appliquées ou pas, mais au moins elles auront l'avantage d'être connues de tous. Alors, en général, à peu près à la louche, le cap en chiffres, sans prendre un sujet, lorsqu'il est dans un PDF, dans un article académique, combien il va y avoir de lecteurs? 8, 10, 12, 100. Alors que bon, lorsqu'il est décliné d'une certaine manière, avec une certaine manière de présenter, avec le savoir-faire d'un journaliste, d'un animateur, eh ben, on peut arriver par exemple sur YouTube, par exemple tout à fait reconnect sur avec tous sur Mosaïque, eh ben, on arrive à des 50 000 vues, 24 000 vues, 13 000 vues, 14 000 vues. Bon, ce qui sur YouTube pour un sujet économique, c'est énorme, 50 000 vues. Alors bien sûr, on ne va pas comparer, on va pas des 1 million avec des 5 000, etc. vues, 50 000 vues pour un article, une vidéo économique sur YouTube, c'est vraiment un chiffre incroyable. Donc, l'objectif en fait c'est là, il faut arriver à, lorsque le sujet de l'article est décliné d'une certaine manière, il peut y avoir un certain nombre par la suite, c'est que puisse être vu par tous. Donc, comment le faire? C'est ce qu'on va essayer de faire au cours de cette journée. Alors, ça c'est vraiment une étude interne de la Banque mondiale. C'est eux qui disent 31% des rapports de la Banque mondiale ne sont jamais téléchargés. C'est eux qui disent, hein, donc voilà, 31%, 13% de tous les policy briefs sont téléchargés au moins 250 fois, 13% 250 fois, et 32% ne sont jamais téléchargés. Ça, c'est le chiffre qui tue. Et bien évidemment, 87% ne sont jamais cités. Donc ça, vous pouvez aller, c'est toute une étude qui existe sur le site de la Banque mondiale. Si la Banque mondiale a 31% de ces études qui ne sont pas téléchargées, alors que bon, ils ont la communication, les moyens, ils ont la visibilité, etc. Alors imaginons pour le reste. Pourquoi ça coince? On reproche aux études d'avoir un langage très académique, et c'est normal. C'est normal que ces études aient un langage académique, qui soit technique, qui soit dense, avec des mots qui sont compliqués pour le grand public, parce que véritablement ces études s'adressent aux gens avec qui on peut parler, donc à des happy few. Le format inadapté. Ce qui est sûr, c'est que le PDF, c'est bien, c'est pratique, on peut le télécharger, mais quand on a 15 pages de PDF en anglais, avec des mots hyper compliqués, on le regarde,
on regarde l'abstract au début, si on arrive à comprendre, et on passe. Les journalistes ne savent pas que cette recherche existe, parce qu'elle reste à l'intérieur d'un site qui est connu des chercheurs, qui est connu des enseignants, qui est connu dans le monde économique, académique, mais qui n'est pas connu des fois des journalistes économiques. Et donc c'est dommage. Et puis, la publication académique n'a pas de stratégie de diffusion, c'est-à-dire on ne pense même pas, à partir du moment où je mets à votre place, hein, ça y est, j'ai passé, je sais pas moi, 1 an, 2 ans à travailler, et même plus à travailler sur une étude, à partir du moment où mon article est paru, c'est déjà un gros challenge qui puisse être pris par des revues scientifiques. À partir du moment où je dis ouf, le travail est terminé. Non, non, parce que c'est bien d'avoir dans son CV ou de se dire ouais, c'est une fierté d'avoir un article qui est sorti dans la revue X ou Y, mais c'est encore mieux de savoir que cet article est sorti, et surtout s'il traite d'un sujet important qui peut influencer une politique, qui peut permettre aux gens de comprendre, donc qui pointe sur une situation. Alors, le PDF, c'est bien un PDF, mais bon, je tombais sur une étude qui a été faite il y a 2 ans. 69% des sondés s'intéressent aux sciences et aux nouvelles technologies. C'est une étude française, hein, et 88% pensent que la science permet de mieux comprendre le monde. Mais le seul problème, c'est le PDF. Parce qu'un PDF, quand il l'aura téléchargé, il est petit. Son téléphone, on n'a pas plus d'espace sur son téléphone. De suivre ce que les scientifiques nous donnent, on est prêt à aller voir, mais à condition d'avoir accès à un format qui nous est habituel. Alors, PDF a été inventé en 1993. J'ai vu ça, j'utilisais un PDF pour informer le citoyen sur son smartphone, c'est comme envoyer un fax pour répondre à un WhatsApp. C'est à peu près ça, hein. Sur un smartphone, déjà télécharger un PDF, c'est lourd, c'est bien, et puis par la suite, qu'est-ce qu'on va en faire? Et puis, même des fois sur un PC, ah tiens, c'est bien cette étude, je vais la lire, on la télécharge, et puis par la suite on l'oublie, et on passe à autre chose, et par la suite un jour on va retrouver ce PDF téléchargé il y a 5 ans, tac, corbeille. Je ne dis pas que c'est pas important, c'est important dans un premier temps, mais par la suite, justement, l'objectif, c'est de pouvoir justement sortir de ce carcan. Donc, le problème n'est pas la qualité de votre science, de votre savoir, la qualité de ce que vous allez produire au niveau académique. Le problème, c'est son passage vers le grand public. Vous avez le savoir-faire. Malheureusement, votre problème, c'est le faire savoir. Donc, il y a trois gaps importants. C'est la lisibilité, comment rendre votre recherche compréhensible par tout le monde, comment raconter les données, comment on raconte une histoire, et puis comment est-ce qu'on peut élargir cette recherche de telle manière à aller là où les gens se trouvent. Il n'y a pas de honte à voir votre recherche scientifique déclinée sur TikTok. Hein, au contraire, ça vous permet quelque part d'ouvrir un petit peu les horizons de la Gen Z. Il n'y a pas de mal à voir votre article vous avez passé quelques années et vous avez pondu je ne sais pas combien de pages, mais s'il est réduit à 300 mots, bien résumé à 300 mots juste
sur un abstract, eh ben, ça va peut-être donner envie d'aller voir le contenu complet pour pouvoir comprendre la démarche. Voilà, donc c'est ça. C'est donc arriver à rendre votre travail lisible, raconter comme une histoire et être là où se trouve le public. Donc, la solution, c'est véritablement la co-création, c'est-à-dire que arriver à collaborer avec des journalistes, parce que bon, malheureusement aujourd'hui, c'est un petit peu, lorsque vous descendez là maintenant sur l'avenue, que vous allez dans un café, combien de personnes achètent encore un journal papier et lisent leur café comme on le voyait il y a 20 ou 30 ans? Non, au contraire, maintenant on scrolle, on regarde. Et s'il n'y a pas justement le hook, l'accroche, le titre, la chose qui va faire que l'on va s'arrêter pour lire, eh ben, on zappe, c'est la génération zappée. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est arriver à ce que votre étude puisse aller directement vers vos lecteurs, les gens qui peuvent être susceptibles d'être intéressés par votre produit. Oui, votre étude, c'est un produit, exactement, un produit. Il passe par les différentes étapes que vous avez qu'un produit normal. J'en sais rien, moi. Je prends cette bouteille. Il y a eu une conception scientifique. Les gens sont partis, ils ont créé un logo, ils ont créé une forme de bouteille différente. Donc avant d'aller vers le public, il y a eu une réflexion. Et puis par la suite, le produit doit être vendu exactement de la même manière. Vos papiers doivent pouvoir accéder au plus grand nombre de lecteurs. Comment? Justement, peut-être en passant par, et c'est ce qu'on espère, ce binôme chercheur-journaliste. Alors, le chercheur, qu'est-ce qu'il apporte? Donc des données vérifiées, des méthodes structurées, la rigueur scientifique, la profondeur, la prudence. Le journaliste, il va raconter, il va choisir un angle à travers ce que vous avez produit, il va rédiger, écrire, prendre en charge le récit pour raconter. Il connaît ses auditeurs, il connaît ses audiences, il sait qui est en train de le lire. Je prends Tuniscope, je prends Tunisie Tribune, je prends Histoire de Sfax, je prends Destination Tunisie, voilà, tout ça c'est... bon, excusez-moi, hein, je prends la presse, je ne peux pas mettre à citer tous les journaux, sinon je vais être mal, hein, ne sortez pas. Donc, mais chacun des journalistes qui sont présents ici connaît son audience. Chacun des directeurs de magazines, de sites qui est ici connaît son audience. On a un influenceur avec nous, cet influenceur lui-même connaît ses audiences, il sait qui le regarde, il a des statistiques, il voit un petit peu qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il connaît le timing. Bah oui. Par exemple, une vidéo, on ne la descend pas à 4h du matin, on essaie de la descendre 1 heure avant que les gens soient avant le rush. Voilà, et puis le journaliste connaît les canaux. Il fut un temps où un journal de presse écrite était un journal de presse écrite, papier. On achetait la presse, Tunis Hebdo, Cholour, et ben voilà, donc on lit le journal, et puis par la suite, on regarde l'Otanet pour les infos de 20h, et puis par la suite, on écoute la radio, Radio Nationale, RTCI, on n'avait pas beaucoup de radio, point. Non, maintenant, une radio ou un journal, c'est une télé comme une autre. C'est-à-dire que maintenant, tous les médias, ils ont la vidéo, le son, ils ont aussi le format écrit avec les sites web, et puis ils sont sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, ils sont partout. Ils ont leur site web dans lequel ils regroupent, donc les canaux sont là. Donc, l'objectif, c'est ça. Comme on dit, seul chacun est limité, ensemble ils créent
ce que chacun ne peut pas faire seul. Un journaliste ne va pas prendre le temps, 1 an, 2 ans, pour faire un papier, sauf s'il s'agit d'une enquête, mais là c'est vraiment une discipline à part, dans laquelle il faut beaucoup d'investissement, alors que un chercheur, il va passer tout le temps, mais il ne sait pas comment décliner son papier pour qu'il raconte une histoire, comment mettre en valeur ses chiffres, etc. Donc, alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, ce que je trouve, c'est que les journalistes vont aller essayer... parce que je me mets à la place d'un journaliste. Moi, j'ai fait de la radio, j'ai fait un peu de télé. Quand on a une émission quotidienne, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On doit préparer, essayer de trouver des invités, on doit essayer de trouver des sujets, on doit essayer de produire. Donc, à partir du moment où je vois une étude, des fois, je me dis, ah, c'est intéressant. J'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps de rentrer, de lire, de comprendre, etc., pour pouvoir en sortir quelque chose. Et des fois, j'appelle le chercheur et il dit, ah non, je suis désolé, je suis pris, je ne pourrais pas être à Zoe. Et des fois, le chercheur il dit, non, je suis désolé, je ne veux pas parler, ou je veux pas me présenter, ou je ne veux pas communiquer. D'un autre côté, même chose pour les chercheurs. Les chercheurs, à partir du moment où vous sortez votre recherche, où vous sortez votre papier, le papier, c'est véritablement l'accomplissement d'un temps que vous avez consacré pendant des semaines et des jours et des semaines et des nuits et des heures. Vous avez, vous avez produit la quintessence de nombreuses heures de recherche. Et c'est dommage. Ok, c'est bien que cette recherche soit dans un article scientifique, puisse accéder à vous pouvez accéder à des séminaires ou à des colloques internationaux, c'est bien. Mais être connu, cette étude, à partir du moment où elle est connue par le grand public, c'est mieux. Et ça peut même ouvrir des ouvertures, faire des ouvertures pour pouvoir justement, peut-être, faire connaître votre recherche. Elle va se retrouver sur Internet et vous allez peut-être être invité dans un colloque, j'en sais rien moi, au Japon, aux États-Unis, en Islande ou que sais-je, sur un séminaire ou un colloque ou un congrès que vous ne connaissiez même pas. Donc ça ouvre des opportunités et ça ouvre des perspectives. Alors, la co-création, c'est pas juste une citation, c'est pas voilà, donc je prends une phrase d'une étude et je dis voilà, donc X a dit ça. Non. Ce n'est pas aussi, voilà, j'ai essayé de faire connaître mon travail. Non. C'est vraiment un travail commun. On choisit un problème public ensemble, on construit un angle éditorial, on adapte le format au canal de diffusion ou aux canaux au pluriel de diffusion, et on essaie de viser un impact mesurable. Donc c'est ça l'objectif de la co-création. Chacun apporte sa science en fait. Chacun apporte son expertise. Il y a l'expertise médiatique et il y a l'expertise du chercheur. Bon, on va se dire, qu'est-ce qu'ils racontent ces gars-là? Mais non, ça existe, ça marche ailleurs. Moi-même, je ne connaissais pas avant d'attaquer cette journée. The Conversation, il est décliné en plusieurs langues, même en français. C'est des chercheurs, des journalistes pour un grand public, 10 millions de lecteurs par mois. Vox Universities. Voilà, donc ils collaborent systématiquement pour les politiques publiques. Africa Tchèque, l'Afrique du Sud, qui font du fact-checking. The Conversation, c'est vraiment un modèle, c'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on veut faire, à plus grande échelle. Chercheur, il apporte la donnée et l'expertise. Le journal, il apporte l'angle, le titre, la structure. Résultat, voilà, donc vous lisez vous-même. Hein. Donc,
Qui connaissait The Conversation avant aujourd'hui? 1 pour combien? On est 50? Donc 2%. Bon, au moins, ça existe. Voilà, ça existe. Ça existe et c'est vraiment essayer au sortir de cette journée d'aller voir un petit peu ce modèle. C'est vraiment un travail de... et des fois, bon, vous allez lire certains papiers, c'est pas... il n'y a rien d'académique, hein, mais les sujets ont été travaillés à deux, avec ce couple, avec ce binôme. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, une radio, c'est plus une radio, une télé, c'est plus une radio, c'est plus une télé, un journal de presse écrite n'est plus un journal de presse écrite, s'avère à ces vidéos maintenant, par exemple. Donc, un même sujet, il peut avoir plusieurs vies. Donc, ça peut être un rapport, mais aussi un article de presse, une vidéo explicative, un réel, une infographie, un podcast, un débat radio, ça peut être tout ça. Alors, ce qui fait que la co-création, qu'est-ce que ça peut donner? Eh bien, des articles de presse fondés sur les données que vous avez produites, donc des données qui sont vérifiées, donc inattaquables, des infographies et la visualisation donc claire qui peuvent être partagées dans les réseaux sociaux, des vidéos explicatives courtes, hein, donc le fond est académique, mais la vidéo elle est parlée d'une certaine manière qui puisse être accessible. Et puis voilà, donc in fine, des policy briefs qui vont peut-être finalement être lus par les décideurs, mais surtout par le grand public. C'est ça l'influence en fait. C'est vraiment c'est du win-win. Lors des émissions avec CDFM, donc les 10 numéros que j'ai produits, beaucoup ont parlé de recherche et d'études qui sont restés dans les tiroirs. Eh ben, si il n'y avait pas, à partir du moment où vous collaborez avec des journalistes, où cette relation de travail et de confiance va être établie, eh ben, peut-être que si ce travail de communication a été fait, les dossiers et les recherches et les études et les recommandations, surtout les recommandations, elles ne seraient pas dans les tiroirs et les décideurs à tous les niveaux auraient été obligés quelque part au moins de les lire, parce que des fois elles ne sont pas lues, même pas par les décideurs. Enfin, je suppose. Enfin, je suppose là, j'en suis sûr. Bien. Voilà donc. Notre objectif aujourd'hui, c'est que vraiment à la fin de la journée, on repart sur un sujet clarifié, un angle éditorial, un canal prioritaire, une accroche et une feuille de route. Très ambitieux, mais on va essayer de le faire. Alors je sais que certains d'entre vous se disent « Ah, moi je le fais », je pense à vous déjà, qui écrivez et produisez dans les deux mondes, c'est excellent, mais quelque part, bon, peut-être aussi que vous êtes obligé de le faire parce que vous avez à un certain moment vu que, bon, ok, j'écris, je prends des études, je fais des articles scientifiques, mais qui par la suite ne sont pas lus. Alors, je suis obligé de faire un abstract et quelque part pour pouvoir rendre accessible au moins le travail que j'ai fait et le valoriser, le mettre en valeur pour qu'il puisse être lu par tous. Mais bon, vous n'avez pas l'expertise de le faire, à moins que de s'y mettre une première fois, deuxième fois, troisième fois, et puis par la suite, ça y est, vous allez devenir à la fois chercheur et journaliste. C'est bien, mais bon, quand on peut déléguer ça avec quelqu'un de confiance, pourquoi pas, c'est peut-être mieux.
Et c'est vraiment cet objectif que l'on veut atteindre à la fin de la journée. Donc dans la prochaine étape, on va parler des règles du jeu. Puisque bon, c'est clair, les journalistes et les chercheurs ne fonctionnent pas de la même manière, bien évidemment, ils n'ont pas le même mindset. Donc on va essayer d'en parler. Et c'est pour ça que je parle personnellement d'un contrat. Un contrat de collaboration journaliste et chercheur pour essayer de clarifier un petit peu les règles du jeu. Donc, les collaborations qui échouent ne ratent pas sur le contenu, elles ratent sur les attentes non dites. C'est comme dans un couple, hein, lorsqu'on ne se parle pas, et finalement, tout foire pourquoi ? Parce qu'on n'a pas osé, on n'a rien dit. Donc, pourquoi ce contrat ? Il ne faut pas que le chercheur se sente dépossédé de sa rigueur scientifique. C'est-à-dire que le chercheur, à partir du moment où il doit aussi se dire, ok, le canal que l'on a choisi, l'angle qu'on a choisi, la manière avec laquelle le papier a été écrit, ça me représente. C'est moi. Le journaliste aussi ne doit pas se sentir bridé, c'est-à-dire, il ne doit pas se dire, bon, ok, je suis en train de travailler pour lui ou quoi. Il ne faut pas qu'il y ait une frustration mutuelle. Chacun doit pouvoir amener le meilleur de lui-même pour pouvoir travailler ensemble. Trouver le point commun. Il faut qu'il y ait une espèce de validation mutuelle, c'est-à-dire le chercheur va valider les données, les chiffres et les références. Le journaliste, il garde le contrôle de l'angle, du titre et de la narration. Aucun ne peut apposer sa vision à l'autre. Le fond et le format sont deux responsabilités différentes. Le chercheur amène la matière, le journaliste prend cette matière et la produit. Bon, il faut pas qu'il y a quand même des allers-retours qui vont être amenés qu'on va être amené à faire, mais véritablement il faut essayer que chacun garde un petit peu son ADN. Si jamais on va utiliser l'IA, et l'IA c'est un outil maintenant qu'on utilise nous autres journalistes. La sécurité avant tout, on ne va pas mettre dans l'IA un contenu qui n'a pas encore publié. Il faudrait vraiment qu'il ait été fait d'abord, et donc il faut vraiment qu'il y ait des données qui soient explicitement autorisées. Alors à la limite, dès le départ, si vous allez travailler sur un sujet, travaillez sur un sujet qui est vraiment au grand public et autorisé. Sinon, ça ne sert à rien, on perd du temps. C'est pour ça, il ne faut pas qu'il y ait des manuscrits inédits, il ne faut pas qu'il y ait des données confidentielles. Parce que il y a des manières pour le faire, hein, dans ChatGPT, dans Claude, pour lui dire je travaille en mode privé, mais on n'a pas tout le temps le réflexe de le faire. La visibilité doit être partagée. Produit avec la recherche de X, mis en forme ou écrit par Y. Les deux noms. C'est vraiment un travail commun. On travaille ensemble. La responsabilité est partagée. Le chercheur a fait une contribution au niveau des données, au niveau du fond. Le journaliste a aussi sa responsabilité, a aussi fait sa contribution au niveau de la forme. Donc c'est pour ça qu'on cite les deux noms. Ça peut être évident, ça peut avoir l'air évident, mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours clair. Et puis, travailler sur des délais réalistes. Voilà, donc ce qui serait bien, c'est qu'à J+7, on puisse sortir à partir du moment où les journalistes se sont mis d'accord avec un chercheur pour produire. À J+7, il faudrait qu'il y ait un format court, un post sur Facebook ou LinkedIn, un article, une capsule vidéo, à 14 un format long, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, un reportage, une demi-page, un quart de page dans un journal, un dossier, une vidéo, des infographies, et puis à J+30, quelque chose de beaucoup plus long, mais bon, l'essentiel c'est d'arriver à
définir des délais réalistes et il ne faut pas qu'il y ait des freins ou des carcans et se dire que, bon, les journalistes se disent « Ah, je suis en train de perdre mon temps, le chercheur ne me répond pas rapidement » et puis le chercheur dit « Attends, le journaliste, qu'est-ce qu'il est en train de faire? J'ai aucune visibilité sur ce qu'il est en train de donner. » Alors, pourquoi est-ce qu'il me stresse? Il va trop vite. Ah non. Donc voilà, validation mutuelle. Les données, c'est pour les chercheurs. L'angle, c'est les journalistes. L'IA, seulement ce qui est publié et autorisé. Et puis en général, donc, préférablement, lorsque vous allez aborder un sujet avec un journaliste pour en parler, et c'est normal, il vaut mieux que ce soit quelque chose qui soit déjà publié ou déjà autorisé, que ce soit quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler. À partir du moment où vous n'avez pas sorti de produit, il vaut mieux le laisser à plus tard. Les crédits et attributions, les données doivent toujours visibles, les délais réalistes. Il y a un temps de traitement pour faire un montage d'une vidéo ou pour sortir une infographie. Pour rédiger un article de fond, c'est beaucoup plus. Ça prend du temps pour un journaliste pour pouvoir le rédiger. Et donc, c'est pas quelque chose que, même si on a toute l'expérience du monde, on est tellement sollicité qu'on a besoin aussi de pouvoir aussi produire le reste avant de pouvoir sortir le travail. Donc, il faut avoir des délais pour pouvoir avoir toutes les différentes, répondre à toutes les différentes obligations. Voilà. Ça vous va?